Saviez-vous que certaines entreprises vous payent pour détenir leurs actions? En effet, en tant qu'actionnaire, vous avez le droit de percevoir une part des bénéfices de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle les dividendes. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des dividendes. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Quelles sont les notions de base que vous devez comprendre pour savoir comment fonctionnent les dividendes? Une société peut réaliser des profits. Lorsqu'elle réalise des profits, elle peut faire plusieurs choses avec ses profits. Elle peut les réinvestir pour continuer de croître. Elle peut thésauriser ses profits pour augmenter ses réserves de cash, ou elle peut rembourser ses dettes, ou encore elle peut verser une partie de ses profits aux actionnaires pour les récompenser de leur investissement. Et c'est cette redistribution de profits aux actionnaires qu'on appelle donc les dividendes. Pour savoir si une compagnie paye un dividende, vous pouvez vous rendre sur yahoo.fr. Dans la barre de recherche, vous tapez le nom de l'entreprise qui vous intéresse, comme par exemple Apple, et vous pouvez voir si celle-ci paye un dividende. Donc il y a une case que vous pouvez voir qui est surlignée, qui s'appelle donc dividende, et vous voyez qu'il y a un petit montant qui est indiqué. Donc Apple paye un dividende de 82 centimes par action par an. Si cette section est vide, cela signifie que l'entreprise ne paye pas de dividende. Regardons par exemple la fiche de Amazon. Vous voyez que celle-ci ne paye pas de dividende. Donc si vous achetez l'action Amazon, vous ne percevrez pas une partie des profits que réalise Amazon. Quelles compagnies payent des dividendes et lesquelles n'en payent pas? Eh bien, c'est le choix évidemment de chaque entreprise. Chaque entreprise décide si elle souhaite distribuer une partie de ses profits aux actionnaires ou pas. Donc en général, les compagnies plus jeunes qui ont besoin de croître pour développer des avantages compétitifs par rapport à leurs concurrents préfèrent réinvestir la majorité de leurs profits en croissance afin de continuer à innover et à devancer leurs compétiteurs. A contrario, les entreprises plus matures qui ont des avantages compétitifs majeurs peuvent se permettre de redistribuer une partie importante de leurs bénéfices à leurs actionnaires plutôt que d'investir. D'autant plus que ces entreprises génèrent de tellement énormes profits et que ces profits sont générés de manière régulière, eh bien, elles peuvent se permettre de distribuer une partie importante de leurs profits aux actionnaires, et la petite partie qu'ils vont utiliser pour réinvestir dans l'entreprise représentera tout de même des sommes assez importantes. Donc, en règle générale, les jeunes entreprises en croissance préfèrent réinvestir leurs profits, tandis que les entreprises plus matures, bien établies, peuvent se permettre de distribuer une part importante de leurs profits aux actionnaires sous forme de dividendes. Donc vous savez maintenant que certaines entreprises payent des dividendes. D'accord, mais comment savoir combien cela vous rapporte? Eh bien, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure lorsqu'on a vu que Apple paye 82 centimes de dollars par action par an à ses actionnaires. C'est-à-dire que pour chaque action Apple que vous détenez, Apple vous versera 82 centimes de dividendes par an par action. Donc en général, les entreprises versent leurs dividendes 4 fois par an, soit une fois tous les trimestres. Il existe des exceptions. Certaines entreprises vont verser leurs dividendes une fois par an, d'autres vont le verser 2 fois par an, d'autres encore vont les verser une fois par mois. Mais en règle générale, les entreprises les versent une fois tous les 3 mois. Donc en général, les entreprises prennent le choix de la fréquence de distribution du dividende et cela change rarement. En réalité, cette même politique de distribution va rester en place pendant de très longues années. Dans le cas de Apple, comme on a dit, ils vont vous verser 82 centimes de dividende par action, mais ils vont vous le verser ce dividende une fois tous les 3 mois. Donc en fait, il faut diviser 82 centimes par 4, ce qui fait 20 centimes et demi par action par trimestre. Et donc ensuite, vous voyez que sur la fiche de Apple, à côté du 82 centimes, il y a un chiffre en parenthèse 0,6, qui est environ de 0,6%. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela représente le rendement du dividende par rapport au prix de l'action. Ce qui veut dire que si vous achetez l'action Apple au prix indiqué là sur leur fiche, et que le dividende de 82 centimes représente donc un rendement de 0,6% par an. Voyez cela un peu comme l'intérêt que vous génère votre investissement. On peut prendre une autre compagnie qui elle aussi est très connue dans le monde de dividendes, enfin une compagnie très connue en général qui s'appelle AT&T. C'est une compagnie de téléphonie mobile et de télévision américaine qui fournit le câble, donc des chaînes de télévision dans les foyers américains. Et bien celle-ci verse un dividende de plus de 2 dollars par action par an, ce qui fait un rendement de dividende annuel de 7%. Donc comme vous voyez, les entreprises versent des dividendes différents et donc chaque entreprise a un rendement qui sera différent par rapport à d'autres. Comment expliquer que les deux rendements de dividendes sont tellement différents? Eh bien tout simplement, ça revient à ce qu'on a dit en début de vidéo, que certaines compagnies plus jeunes préfèrent réinvestir, tandis que les compagnies plus matures peuvent se permettre de distribuer plus de profits sous forme de dividendes. Eh bien Apple, bien que ce soit un leader mondial et la compagnie qui a la capitalisation boursière la plus grosse au monde, ça reste encore une compagnie qui se considère en croissance et qui réinvestit la majorité de ses profits pour innover, développer de nouveaux produits et accroître l'avantage compétitif qu'il a par rapport à ses compétiteurs. Tandis que AT&T, c'est une compagnie qui existe depuis très longtemps, qui opère sur un marché où il y a une forte concurrence, mais où les barrières à l'entrée sont très élevées, donc c'est très difficile pour un nouveau concurrent de venir concurrencer AT&T. Et également,
AT&T a une grosse base de clients et en général, les clients qui ont leur télévision chez un opérateur ou leur téléphone vont très rarement changer de contrat. Donc en fait, ils ont un noyau de clients qui est très fidèle. Alors que Apple, certes, ils ont des clients qui sont extrêmement fidèles, mais dans le marché du smartphone est beaucoup plus concurrentiel et il y a tellement d'innovation dans ce secteur que si Apple arrêtait d'investir pour innover, leurs produits deviendraient très vite dépassés et d'autres concurrents leur mangeraient des parts de marché. Donc Apple préfère réinvestir une majeure partie de ses profits pour croître, ce qui veut dire qu'ils vont payer un dividende beaucoup plus faible que d'autres compagnies comme AT&T qui eux peuvent se permettre de justement verser des dividendes plus importants. Donc beaucoup d'investisseurs débutants vont se dire qu'automatiquement un rendement de dividende élevé est beaucoup plus intéressant qu'un rendement de dividende plus faible. Or, c'est un piège classique que en fait un rendement de dividende élevé ne veut pas automatiquement dire que c'est un meilleur investissement. Donc en règle générale, les compagnies les plus solides versent des dividendes de l'ordre de 1 à 4 ou 5% maximum. Il existe certaines exceptions comme AT&T ou d'autres compagnies qui également ont des rendements élevés et qui sont des compagnies assez stables et assez sûres en termes de paiement de dividendes, mais ce sont des exceptions et que beaucoup de compagnies qui ont des rendements de dividendes de 7-8% ou plus, ce sont en réalité des investissements risqués. Pourquoi? Souvent, si un rendement de dividende est élevé, cela signifie que le prix de l'action est en baisse parce que peut-être que les fondamentaux de la société sont en danger et qu'en fait ils sont en train de s'éroder et que la compagnie peut-être qu'elle est en train de perdre pied et qu'elle perd des parts de marché face aux compétiteurs, peut-être qu'elle est moins innovante, peut-être qu'elle perd de l'argent. Donc les investisseurs préfèrent vendre cette action pour aller en acheter d'autres. Donc le prix de l'action baisse, le rendement du dividende augmente, mais à terme, l'entreprise sera confrontée à des problèmes financiers qui pourront être assez sévères, voire être même confrontée au risque de la banqueroute. Et quand ce jour-là arrivera, eh l'entreprise va décider de baisser fortement son dividende ou complètement l'éliminer. Et vous, en tant qu'investisseur, non seulement le prix de l'action aura baissé par rapport à quand vous l'aurez acheté, mais en plus, vous n'aurez pas de dividende. Donc vous serez coincé avec un grand nombre d'actions qui finalement ne vaudra plus grand-chose, vous n'aurez plus de dividendes. Et c'est ce qu'on appelle donc du coup le piège au rendement. En anglais, ils appellent ça le dividend yield trap. Donc c'est un piège. Alors, vous avez cru que le haut rendement allait vous rendre riche, alors qu'en réalité, ça va causer votre ruine. Ou en tout cas, ça va vous faire perdre beaucoup d'argent. En investissement, la règle d'or, c'est toujours que des rendements potentiellement plus élevés impliquent toujours une part de risque beaucoup plus élevée comme investissement qui a des rendements potentiellement plus faibles. En général, des rendements plus faibles signifient que cet investissement est plus sûr et des rendements plus élevés signifient que cet investissement est plus dangereux. Ça, c'est une règle de base. Bien évidemment, il existe toujours des exceptions, mais c'est à vous, en tant qu'investisseur, d'aller analyser l'action en question pour être certain que de une, il ne s'agit pas d'un piège et que de deux, le niveau de risque qui est associé avec ce produit est en adéquation avec votre profil d'investisseur et vos objectifs financiers. Maintenant que vous savez ce qu'est un dividende et combien vous pouvez espérer gagner en achetant des actions à dividende, la question c'est comment faire pour se faire payer le dividende. Comme je l'ai dit en introduction, une entreprise paye un dividende une fois tous les 3 mois. Donc une fois tous les 3 mois, l'entreprise va déclarer les résultats financiers du dernier trimestre et c'est à ce moment-là qu'elle va déclarer le dividende par action qu'elle va verser aux actionnaires. Donc on va prendre un exemple assez récent, par exemple AT&T, le 11 décembre 2020, cette compagnie a déclaré donc un dividende d'à peu près 50 centimes par action qui serait payé aux actionnaires le 1er février 2021. Mais par contre, pour toucher ce dividende le 1er février 2021, il faut satisfaire à 2 conditions. La première condition, c'est qu'il faut avoir acheté l'action avant une certaine date précise qui s'appelle le ex-dividend date. Donc pour AT&T, le ex-dividend date, c'est le 8 janvier 2021. Donc il faut, pour être éligible au paiement du 1er février, il faut acheter l'action au plus tard le 7 janvier 2021. Si vous achetez l'action le 8 janvier 2021, vous ne serez pas éligible au versement du dividende du 1er février. Donc la première chose à faire, c'est d'acheter l'action avant le ex-dividend date. La deuxième condition à satisfaire, c'est qu'il faut toujours détenir l'action le jour d'enregistrement. Le jour d'enregistrement, c'est le jour où la société va regarder la liste des actionnaires qui ont donc acheté l'action avant le ex-dividend date et c'est là qu'ils vont dire d'accord, telle personne a droit au prochain paiement de dividende. Pour AT&T, la date d'enregistrement, c'est donc le 11 janvier 2021, soit 3 jours après le ex-dividend date. Donc il faut acheter l'action au plus tard le 7 janvier 2021 et la garder jusqu'au 11 janvier 2021 pour être éligible au paiement du 1er février 2021. Donc une question que beaucoup d'investisseurs se posent, c'est est-ce que je peux simplement identifier les entreprises qui ont un fort rendement de dividende, acheter l'action la veille du ex-dividend date, le revendre le lendemain du jour d'enregistrement et ensuite toucher le dividende qui est programmé pour quelques semaines plus tard. C'est ce qu'on appelle en réalité en anglais le dividend capture, la capture de dividende.
En théorie, ça pourrait marcher à merveille, mais en réalité, c'est beaucoup plus difficile à implémenter et beaucoup de gens perdent de l'argent en faisant ça. Alors pourquoi est-ce que c'est une stratégie qui est souvent vouée à l'échec? Tout simplement parce que le jour de l'ex-dividend date, le prix de l'action va baisser du montant correspondant aux dividendes payés par l'entreprise. Dans le cas de AT&T qui va verser un dividende de 50 centimes par action, le prix de l'action va baisser de 50 centimes le jour du ex-dividend date. Ce qui veut dire que si vous vendez et que le prix en général va rester assez bas pendant les quelques prochains jours, donc si vous vendez votre action le lendemain de l'avoir acheté ou 3 jours après, eh bien vous perdrez de l'argent. Vu que le prix de l'action aura baissé, les gains que vous obtiendrez du paiement du dividende ne compenseront pas les pertes que vous engendrez à cause de la baisse du prix de l'action. Donc certains traders expérimentés peuvent utiliser des moyens sophistiqués de rendre cette technique profitable, mais en général c'est une très mauvaise idée. Beaucoup d'investisseurs novices perdent de l'argent en faisant cela, donc il n'est pas du tout conseillé de faire de la capture de dividendes. Si une action vous intéresse, il faut l'acheter dans l'optique en fait, de la garder pour le long terme afin de générer de la valeur. Et c'est ce que nous verrons dans de prochaines vidéos, comment construire un portefeuille à dividendes pour générer du patrimoine sur le long terme. N'ayez jamais en tête l'idée de faire des rendements rapides et faciles. En bourse, c'est rarement, voire jamais le cas. Et si vous pensez que ça a l'air trop facile, en général, c'est que ça l'est et qu'il y a un piège quelque part. Donc, évitez de vous lancer dans ce genre d'entreprise hasardeuse. Comment les dividendes sont-elles taxés? Quelle est la politique d'imposition des dividendes? Il n'existe pas de politique de dividendes de taxation universelle, bien évidemment. Chaque pays possède sa propre législation en la matière. C'est à vous de vous renseigner pour être sûr que vous respectez donc, la législation en vigueur de votre lieu de résidence fiscale. Par exemple, en France, le plus souvent, il y a donc une politique d'imposition de 30% sur les dividendes. Il y a une part prélèvement forfaitaire, je crois que c'est à peu près 12%. Plus après, il y a des prestations sociales ou des prélèvements sociaux qui s'élèvent à plus de 17%. Donc, vous avez un taux de taxation de dividendes global de 30%. Et donc, je sais que par exemple, certains brokers, donc un broker que j'ai utilisé qui s'appelle DeGiro, lui, lorsque je reçois un dividende, il me prélève automatiquement la part qui revient à l'État, donc les 30%. Et moi, donc du coup, le dividende que je perçois est net d'impôt, plus ou moins. Enfin, la part de l'État a été retirée. Donc, je n'ai pas vraiment d'obligation de déclaration de ces dividendes-là. Après, il existe forcément certains comptes, par exemple des PEA, où il y a une fiscalité beaucoup plus attrayante pour les investisseurs. Donc, c'est à vous de voir quel type de compte vous souhaitez ouvrir pour investir. Mais sachez que dans tous les cas, il y aura toujours certaines choses à payer, que l'État aura toujours sa part à prendre. Donc, assurez-vous d'être en conformité avec la législation des impôts sur les dividendes du pays où vous habitez pour être sûr que l'État ne viendra pas vous réclamer des impôts non payés a posteriori, ce qui peut parfois vous coûter très cher et même vous ruiner dans certains cas. Donc, soyez sûr de bien être en conformité avec la législation en vigueur. En tant qu'investisseur, savoir qu'une compagnie paye un dividende n'est pas suffisant. Il faut également savoir quelle part de ses profits l'entreprise distribue-t-elle sous forme de dividendes. Cela est important pour plusieurs raisons, c'est ce que nous allons voir maintenant. Le pourcentage de profit que l'entreprise verse sous forme de dividendes, c'est ce qu'on appelle donc le ratio de distribution de dividendes. Donc dans le cas de Apple, comme vous pouvez voir la fiche qui va s'afficher sur l'écran, Apple distribue à peu près 20% de ses profits sous forme de dividendes. C'est-à-dire qu'il reste à Apple donc 80% de ses profits pour investir, rembourser ses dettes ou simplement placer l'argent dans ses réserves pour améliorer finalement son compte de résultat ou améliorer en tout cas son balance sheet, donc ses finances. Une compagnie comme AT&T, qui est une compagnie beaucoup plus mature comme nous l'avons vu, cette compagnie-là a un ratio de distribution de dividendes de 65%, ce qui veut dire que 65% de ses profits sont distribués sous forme de dividendes et qu'il reste donc à AT&T 35% de ses profits pour réinvestir, rembourser ses dettes ou placer cet argent dans ses réserves. Alors quel est le ratio idéal de distribution? Eh bien, il n'en existe pas. Chaque entreprise aura le ratio de distribution qui correspondra à sa situation. Donc comme on l'a dit, les compagnies plus jeunes qui ont besoin de croître auront des ratios de distribution plus faibles, tandis que les compagnies plus matures qui peuvent se permettre de distribuer des dividendes plus généreux auront des ratios de distribution plus élevés. Donc en général, les compagnies jeunes auront des ratios de distribution inférieurs à 30% et les compagnies plus matures peuvent avoir des ratios de distribution qui peuvent monter jusqu'à 80 voire 90% pour certaines compagnies. Donc certaines compagnies, certaines entreprises comme des REITs dont j'ai parlé dans mes vidéos précédentes, les REITs qui sont des compagnies spécialisées dans l'investissement immobilier, aux États-Unis, elles ont l'obligation légale de verser 90% de leurs revenus imposables sous forme de dividendes afin de ne pas justement payer d'impôts sur les profits. Donc ces compagnies-là qui payent 90% de leurs profits sous forme de dividendes, bien évidemment, ils ont des rendements en dividendes plus élevés que la moyenne des entreprises normales. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, un rendement élevé signifie aussi une part de risque plus élevée. Et les REITs, en effet, quel est le risque des REITs comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente? C'est que les REITs ont beaucoup de dettes parce que leur activité est dans l'immobilier. Elles ont besoin d'acquérir des nouveaux biens immobiliers pour accroître leur portefeuille de biens qu'elles peuvent donc louer
à leurs locataires pour augmenter leurs revenus. Mais vu qu'il leur reste que 10% de leur profit pour investir, ce n'est pas suffisant pour acheter de l'immobilier qui coûte cher. Donc elles sont obligées de se tourner vers les banques pour contracter des prêts. Et donc quand tout va bien, que l'économie tourne bien, les locataires peuvent payer leur loyer, les REITs peuvent distribuer les dividendes et rembourser leurs dettes. Mais lorsque on est dans des contextes économiques plus difficiles, où certains locataires peuvent faire faillite ou arrêter de payer leur loyer, eh bien le REIT n'a plus assez de liquidité pour à la fois payer le dividende et rembourser les dettes. Donc qu'est-ce qui se passe? Elle va souvent couper le dividende pour rembourser ses dettes auprès des banques, puisque la banque va l'emporter, bien évidemment, sur les actionnaires. Donc, encore une fois, rappelez-vous toujours qu'il y a toujours une part de risque quand le dividende est plus élevé. De la même manière, lorsque le ratio de paiement augmente, cela signifie que l'entreprise a de moins en moins d'argent à consacrer à l'investissement et au remboursement des dettes. Donc, c'est une considération extrêmement importante à prendre en compte pour être sûr de la pérennité du dividende de l'entreprise en question. Quel est le ratio de distribution idéal? Mais comme on l'a dit, il n'en existe pas. Mais par contre, vous avez peut-être remarqué que certaines entreprises ont parfois des ratios de distribution supérieurs à 100%. Par exemple, ExxonMobil, j'ai récemment regardé qu'ils ont un ratio de distribution supérieur à 200%. Donc cela signifie qu'ils payent 2 fois plus de dividendes qu'ils ne génèrent de profit. Pourquoi est-ce qu'une compagnie fait ça? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, peut-être que les résultats financiers sont un peu décevants ces derniers temps, donc ils ont généré moins de profit que d'habitude, mais ils veulent quand même verser le dividende prévu aux actionnaires. Donc, ils vont aller puiser dans la réserve de cash ou emprunter de l'argent pour payer le dividende. Dans d'autres cas, il se peut que l'entreprise, donc qui a un long historique de paiement de dividendes aux actionnaires, comme c'est le cas d'ExxonMobil, va payer le dividende coûte que coûte pour que les actionnaires restent investis dans la société. Donc, ExxonMobil sait par exemple que beaucoup d'actionnaires achètent l'action uniquement pour le dividende. Donc, ils souhaitent que les investisseurs gardent cette action, donc ils vont aller maintenir le dividende coûte que coûte, malgré le fait que les revenus d'entreprise, ou les profits en tout cas, soit peut-être en baisse. D'autant plus que ExxonMobil, c'est une compagnie qui a l'habitude d'augmenter son dividende tous les ans. Donc plus elle augmente son dividende, sachant que les profits restent pareils, plus le ratio de distribution de dividendes augmente sans que les profits augmentent également, ce qui est une situation assez dangereuse. Donc sur le court terme, un ratio de distribution peut être supérieur à 100% et cela peut être tenable puisqu'une entreprise peut aller puiser dans des réserves de cash ou emprunter de l'argent pour payer le dividende. Mais à long terme, bien évidemment, ce n'est pas du tout tenable à long terme puisque mathématiquement, une entreprise ne peut pas payer plus de dividendes que ne génère de profit ad vitam aeternam. Donc, ce qui veut dire qu'un jour ou l'autre, l'entreprise sera obligée de couper son dividende ou en tout cas de le réduire ou de trouver un moyen d'augmenter ses profits. Mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Plus on paye de dividendes, moins on peut investir. Moins on investit, moins on peut générer de nouveaux revenus. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux où certaines entreprises s'enferment. Elles vont emprunter pour payer le dividende. Donc elles ne vont pas pouvoir financer leur croissance et du coup elles ne vont pas pouvoir étendre leur part de marché et générer de nouveaux profits. Donc il faut faire très attention lorsqu'on voit des ratios de paiement supérieurs à 100%, il faut se poser une question, ça devrait tout de suite vous alerter, vous demander pourquoi est-ce que l'entreprise a un ratio de distribution si élevé. Si c'est vraiment une situation temporaire, ça peut se justifier, mais si c'est une situation qui perdure dans le temps, vous pouvez vous dire qu'un jour ou l'autre, l'entreprise sera obligée de réduire le dividende justement pour revenir à des niveaux qui sont soutenables ou durables pour cette entreprise-là. Comme on vient de le dire, c'est votre responsabilité en tant qu'investisseur de vous assurer que le dividende est tenable à long terme. Donc bien évidemment, c'est difficile à juger puisqu'il y a énormément de facteurs qui peuvent rentrer en compte pour bouleverser la vie d'une entreprise et sachant aussi que les rendements passés ne sont pas du tout indicatifs de rendements futurs. Toutefois, vous pouvez quand même minimiser vos risques en faisant de la recherche fondamentale. C'est un concept que j'expliquerai dans des vidéos à venir. Mais pour l'instant, on va parler stricto sensu juste des dividendes. On va parler d'un prochain point qui est très important lorsqu'on parle de dividendes, c'est la croissance du dividende à travers le temps. Comme nous l'avons dit, les dividendes sont une part des profits que l'entreprise verse aux actionnaires. Et donc les entreprises qui sont bien gérées vont augmenter leurs profits au fil du temps, ce qui veut dire qu'elles vont pouvoir également augmenter le dividende qu'elles payent aux actionnaires. Donc le plus souvent, bien évidemment, les actionnaires sont heureux de savoir que le dividende augmente, puisque cela veut dire que ça augmente leur rendement sur coût. Est-ce que le rendement sur coût, ce qu'on appelle en anglais yield on cost, c'est simplement le rendement du dividende actuel comparé au prix d'achat de l'action au moment où vous l'avez acheté. On va prendre un exemple tout simple. Imaginons que vous avez acheté une action pour 100 $ il y a 2 ans et que le dividende à l'époque était de 1 $ par action. Donc le rendement au moment où vous l'avez acheté était de 1%. Donc 2 ans plus tard, l'action maintenant elle vaut 150 $ et le dividende est de 1,50 $ par action. Donc a priori on dirait que le rendement du dividende est toujours de 1%. 1,50 divisé par 150 égale 1%. Or vous n'avez pas acheté l'action à 150 $, mais vous l'avez acheté à 100 $. Mais vous percevez bien le dividende de 1,50 $ par action. Ce qui veut dire que pour calculer votre rendement réel
de l'action que vous avez achetée, il faut que vous preniez le dividende actuel divisé par votre prix d'achat de l'action qui est de 100 $. Donc vous allez diviser 1,50 $ divisé par 100 $ et en fait vous allez voir que le résultat fait 1,5%. Donc le rendement réel de votre action n'est pas de 1%, mais de 1,5%. C'est pour ça que les investisseurs aiment voir la croissance annuelle du dividende, puisque ça veut dire que votre rendement va augmenter au fil du temps. Sans compter, bien évidemment, les potentielles appréciations de valeur du prix de l'action. Ce qui veut dire que quand vous vendez, vous réalisez une plus-value et entre-temps, vous allez toucher des dividendes plus élevés. Donc le yield on cost ou le rendement réel est une mesure très importante pour mesurer donc justement la croissance des dividendes à travers le temps. On peut même établir des projections futures. Si vous voyez qu'une action aujourd'hui vaut 100 $ et que le dividende par action est de 1 $, vous allez vous dire que c'est un rendement très faible. Mais si vous voyez que l'entreprise a un historique de croissance annuelle moyenne du dividende de 25%, vous allez vous rendre compte que si vous achetez l'action aujourd'hui, dans 10 ans, vous allez avoir un rendement qui sera près de 8% par rapport au prix que vous l'avez acheté aujourd'hui. Donc en fait, tout de suite, ça va vous faire rendre compte que ça peut être un investissement intéressant. En plus, si vous liez ça avec le ratio de distribution du dividende, si vous voyez que l'entreprise a un ratio de paiement du dividende assez faible, on va dire de l'ordre de 20%, mais vous voyez qu'il y a encore de la place pour que l'entreprise augmente le dividende à travers le temps. D'autant plus si vous voyez qu'en parallèle, les revenus de l'entreprise augmentent et que c'est une entreprise qui est bien gérée, que les profits augmentent d'année en année. Parfois, certains investisseurs vont voir des augmentations de dividendes d'un mauvais œil. Comment est-ce possible que des investisseurs soient mécontents qu'un dividende augmente? Bien simplement pour la bonne raison que parfois des entreprises augmentent le dividende quand cela n'est pas justifié. Rappelez-vous que le dividende sort des profits que l'entreprise réalise. Donc si l'entreprise augmente son dividende sans augmenter ses profits, cela fait augmenter le ratio de distribution du dividende et ça laisse donc moins d'argent disponible pour que l'entreprise investisse ou rembourse ses dettes. Parfois, certaines entreprises vont sacrifier la croissance ou le remboursement des dettes pour faire plaisir aux actionnaires sur le court terme. Ce qui est quelque chose d'à long terme de très dangereux puisque si l'entreprise n'investit pas là où elle doit pour rester compétitive par rapport à ses concurrents, eh bien avec le temps, ses concurrents vont lui manger des parts de marché, ce qui va mettre en péril sa capacité à générer des profits dans le futur. Donc, certains investisseurs préfèrent que le dividende reste stable plutôt que des augmentations injustifiées juste pour leur faire plaisir à court terme. Et donc, certains investisseurs, lorsque l'entreprise va augmenter le dividende de manière non justifiée, ils vont vendre leur part de cette société pour aller acheter des parts d'une société qui est mieux gérée, entre guillemets, où finalement le dividende est justifié par les profits qui sont réalisés. Donc, dites-vous bien que toute augmentation de dividende n'est pas toujours bonne à prendre et que parfois ça peut être très dangereux. Ça peut même mener à des exemples où des sociétés auront donc des ratios de distribution supérieurs à 100% et où ce sera finalement pas tenable à long terme si l'entreprise n'investit pas dans les secteurs qui vont lui permettre justement d'augmenter ses profits. Enfin, n'oubliez pas, et je ne vais pas le répéter assez, que les dividendes est versé des profits que réalise l'entreprise. Donc bien évidemment, parfois, certaines entreprises se retrouvent en difficulté financière et cela les force à couper ou à baisser leurs dividendes. Donc, certaines entreprises, parfois, effectivement, perdent des parts de marché face à leurs concurrents. Parfois, des chocs externes comme une crise économique peuvent mettre en péril leur modèle économique ou leur faire perdre de l'argent. Et lorsque c'est le cas, l'entreprise aura besoin de préserver de la liquidité, soit pour rembourser des dettes, soit pour investir, soit pour payer ses frais immédiats. Et dans ce cas, ils seront obligés de couper le dividende pour que l'entreprise survive. Donc pendant le coronavirus, de nombreuses entreprises qui sont même normalement très fiables ont dû couper leurs dividendes justement parce qu'ils n'avaient plus la capacité à distribuer une part des profits à leurs actionnaires. Donc on va prendre une compagnie comme Carnival Cruise qui est le numéro 1 des croisières dans le monde. À cause du Covid, eh bien, ils ont dû annuler toutes leurs croisières, ce qui veut dire qu'ils n'avaient plus d'argent qui rentrait, mais ils devaient quand même payer pour la maintenance et pour tous les frais courants d'entretien des bateaux et ça coûte des millions par mois, ce qui veut dire qu'ils ne pouvaient plus honorer le dividende assez élevé qu'ils versaient auparavant. Donc, ils ont complètement coupé le dividende à zéro. Ça a été pareil pour l'entreprise Disney, qui également a des croisières, mais a également des parcs d'attractions. Et ils ont dû fermer les deux, donc plus de croisières, plus de parcs d'attractions. Donc, la majorité du cash que Disney faisait rentrer, qui permettait de payer le dividende, il n'était plus possible de payer le dividende puisqu'il n'y avait plus d'argent qui rentrait. Donc, Disney a été obligé également de couper le dividende. Donc, est-ce que les actionnaires ont forcément tous vendu leurs actions? Alors, bien évidemment, beaucoup d'actionnaires ont vendu leurs actions de Carnival. Certains ont vendu leurs actions de Disney. Mais parfois, les actionnaires voient les diminutions ou les éliminations de dividendes comme une bonne chose, puisque ça signifie que l'entreprise ne va pas sacrifier son futur simplement pour faire plaisir aux actionnaires à court terme. Donc dans le cas de Disney, la suppression du dividende était tout à fait justifiée et donc les actionnaires se disent que la direction prend les bonnes décisions pour assurer
la pérennité de l'entreprise. Et ils savent que le jour où tout revient à la normale, Disney va pouvoir repayer un dividende à ses actionnaires. Donc certaines personnes vont garder cette action en se disant que justement la liquidité qui est épargnée en ne versant pas de dividendes sera utilisée pour payer les frais courants de l'entreprise, voire pour investir, pour innover et pour créer des nouvelles sources de revenus pendant ces périodes de crise, ce qui va justement les rassurer et leur dire que justement l'entreprise est bien gérée. Donc bien évidemment, pour certaines personnes qui dépendent des dividendes pour vivre, en fait où les dividendes vont procurer une source de revenus complémentaire, notamment pour les retraités, la suppression des dividendes peut faire très mal et souvent c'est inattendu, on ne s'attend jamais à ce qu'une entreprise coupe son dividende du jour au lendemain, donc ça peut faire très mal. C'est pourquoi il est très important d'avoir un portefeuille en dividendes diversifié. C'est ce que nous allons voir dans les prochaines vidéos pour qu'en fait vous ne soyez pas surinvesti sur une action, que vous mettez tous vos œufs dans le même panier et que le jour où cette compagnie a des difficultés puis qu'elle est obligée de supprimer son dividende, eh bien cela vous fait très mal non seulement d'un point de vue du revenu que vous tirez de cet investissement, mais également peut-être du prix de l'action qui va dégringoler parce que les investisseurs vont vendre cette action à cause justement de la suppression des dividendes. Donc nous allons voir quelle stratégie mettre en place pour justement vous diversifier et que votre risque ne soit pas tout mis au même endroit. Enfin, dernière chose à dire, c'est que certaines compagnies, comme je l'ai déjà dit dans cette vidéo, les Real Estate Investment Trusts, les REITs par exemple, qui ont des rendements de dividendes élevés, ce sont également parfois les premières compagnies à réduire ou à couper leurs dividendes en période de troubles économiques. Donc, dernier point à mentionner, c'est qu'une suppression de dividendes ne signifie absolument pas que l'entreprise ne paiera plus jamais de dividendes à l'avenir. Parfois, c'est une mesure temporaire qui est faite pour préserver de la liquidité qui va servir à payer des factures plus urgentes, on va dire. Des fois, ça peut être carrément pour payer l'électricité des usines ou pour payer les salaires des gens qui ont besoin de faire la maintenance de l'entreprise le temps que l'activité est à l'arrêt. Et après, quand les choses reviennent à la normale, que l'entreprise commence à regagner de l'argent, eh bien, elle est en mesure de repayer les dividendes aux actionnaires. Donc c'est parfois une mesure temporaire. Des fois, l'entreprise, au bout de quelques mois, peut réinstaurer le dividende. Parfois, cela peut prendre quelques années. Donc si vous êtes assez âgé, vous n'avez pas le temps d'attendre. C'est mieux pour vous de réallouer vos fonds vers d'autres produits qui vont vous permettre d'avoir ce revenu dont vous dépendez. Or, pour les investisseurs plus jeunes, ça peut être l'opportunité de racheter plus de parts de cette entreprise au rabais si le prix baisse, afin d'avoir plus d'actions, que lors le jour où l'entreprise réinstaure le dividende, eh bien, vous allez avoir un rendement beaucoup plus élevé. Donc en fait, encore une fois, c'est une question de stratégie et d'objectif. Mais ça, ce sont les points à prendre en compte, ce sont les notions de base à connaître pour un peu comprendre le fonctionnement des dividendes. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo aujourd'hui. Donc pour résumer, le dividende, c'est une part des profits que l'entreprise verse à ses actionnaires pour les remercier de leur investissement et pour leur permettre justement de générer de la valeur sur leur investissement. Donc comme on l'a dit, les entreprises plus jeunes qui ont besoin de croître pour développer des avantages compétitifs et prendre des parts de marché à leurs concurrents ne payeront pas de dividendes ou payeront des dividendes faibles, tandis que des entreprises plus matures qui ont des avantages compétitifs majeurs vis-à-vis de leurs concurrents ou qui sont dans des domaines d'activité où les barrières à l'entrée sont très élevées, des entreprises qui parfois ont des bases de clientèle extrêmement fiables, des clientèles fidèles ou des clientèles qui peuvent difficilement changer de prestataire, ces entreprises-là, elles pourront payer des dividendes beaucoup plus généreux que les entreprises, comme on l'a dit, plus jeunes qui ont besoin de croître. Donc également, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que si vous voulez bénéficier du paiement du dividende, il faut acheter l'action avant le ex-dividend date et garder l'action jusqu'à la date d'enregistrement pour ensuite être éligible au paiement du dividende. Gardez en tête que lorsque vous analysez une entreprise, qu'il faut regarder quel est le ratio de distribution du dividende pour être sûr que c'est un ratio qui est raisonnable, pas un ratio qui est au-dessus de 100%, ce qui peut mettre en péril le paiement du dividende à l'avenir. Enfin, vous pouvez regarder le nombre d'années qu'une entreprise augmente son dividende pour être sûr que c'est une entreprise en fait, qui a un long historique de paiement de dividendes, qui peut honorer ses paiements de dividendes dans le temps, pas une entreprise qui a on va dire des performances un peu en dents de scie en la matière, qui augmente son dividende, qui le coupe, qui l'augmente, qui le coupe, ou là si vraiment vous dépendez du revenu du dividende, ça peut vous mettre en péril votre situation. Et enfin, il faut toujours s'attendre à ce qu'une compagnie puisse baisser ou supprimer carrément son dividende s'il en a besoin ou si les circonstances économiques l'exigent. Donc sachez qu'aucun dividende n'est garanti à perpétuité. N'oubliez jamais qu'un dividende est payé, c'est une part des profits que l'entreprise vous verse, ce n'est pas de l'argent qui tombe du ciel. Donc tout ça, ce sont les considérations à prendre en compte pour un peu comprendre le fonctionnement des dividendes. Et dans les vidéos à venir dans cette série sur l'investissement en dividendes, nous allons voir comment construire un portefeuille diversifié pour tirer un revenu en dividende avec on va dire un risque faible à un risque modéré. On ne va pas prendre trop de risques lorsqu'on construira ce portefeuille afin de vous aider à justement, sur le long terme, générer du patrimoine. Et comme en bourse, comme on dit toujours, la patience et le temps l'emportent sur le timing et l'impatience. Et comme dit Warren Buffett lui-même, le marché est un formidable outil pour transférer l'argent des gens impatients
vers les gens patients. Donc n'oubliez jamais qu'il n'y a jamais d'argent facile en bourse, tout se construit sur le long terme et que c'est avec l'effet cumulé et la patience que vous allez voir le résultat de votre investissement au fil des années. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de laisser un like pour montrer que vous avez aimé la vidéo et pour m'aider à battre l'algorithme YouTube. Également, abonnez-vous à ma chaîne pour être informé des futures publications. Enfin, laissez un commentaire, dites-moi quelles sont les notions de base que j'aurais pu inclure aussi, que peut-être j'ai oublié, quelles sont les notions sur lesquelles vous aimeriez insister particulièrement et que vous pensez que les débutants doivent connaître pour maîtriser ce qu'est un dividende et qu'est-ce qui est important à comprendre avant de s'aventurer dans l'achat de produits à dividendes. Ou enfin, dites-moi ce que vous pensez des dividendes, est-ce que vous aimez cette manière d'investissement et voilà, donc laissez un commentaire, j'aime toujours échanger avec les gens qui regardent la vidéo. Enfin, n'oubliez pas de consulter mes blogs, liberté-richesse.com, mon blog en français, ou mon blog en anglais, startmoney.com, dont les deux liens seront dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.